Bien, donc bonjour à tous. On commence ce cours par un petit peu d'informatique. On va travailler sur la deuxième partie de l'année ingénierie numérique et simulation et sur le cours numéro 4 de cette sous-partie qui s'intitule tableau et calcul matriciel. Donc, euh, on va commencer par introduire la notion de tableau en informatique. Donc, selon une acception relativement courante, bien que non universelle, puisque chaque langage s'approprie parfois le terme de tableau, de liste, de séquence, de manière un petit peu différente. Donc, grand 1, notion de tableau, moi la définition que je vous propose, c'est la suivante. Je vous propose la définition suivante. Un tableau est une séquence d'éléments de même type. Donc, c'est une définition extrêmement large. Je rappelle que en termes de séquence, on entend une suite de cases mémoire qu'on représente de manière contiguë, mais comment je vais vous l'expliquer dans quelques instants, elles ne sont pas forcément contiguës dans la mémoire machine. Donc ici, en fait, c'est une structure de données, une séquence, c'est-à-dire qu'il regroupe plusieurs, qui peut stocker à son intérieur plusieurs valeurs dans différentes cases mémoire, à différentes adresses mémoire. Donc un tableau est une séquence d'éléments de même type, c'est-à-dire des séquences homogènes. Ce qu'on appelle tableau, ce sont des séquences qui contiennent, dont les éléments sont tous de même typage. Donc je vous donne quelques petits exemples. Les ranges peuvent être considérés comme des tableaux, bien qu'ils ne soient pas sous Python de type array, mais d'un point de vue informatique, ce sont des tableaux, puisqu'ils contiennent des entiers, donc tous du même type. Les listes de scalaires, donc liste d'entiers ou liste de flottants. Alors si vous mettez des entiers et des flottants, a priori, c'est le type flottant qui l'emporte. Et si vous mettez des entiers, des flottants et des complexes, c'est le type complexe qui l'emporte. C'est toujours le type le plus grand. Et vous allez voir que NumPy fait exactement ça. Le type chaîne, le type string, donc, puisqu'effectivement, lorsque vous avez des chaînes de caractères, eh bien, ce sont des successions de caractères qui sont apposés les uns après les autres, avec un ordre. Et enfin, les matrices. Alors, les matrices, on a fait quelques petits exercices déjà à cet égard dans le chapitre sur les matrices en mathématiques. On va convenir de stocker en Python, pour l'instant, des matrices sous la forme type, sous la forme liste de liste. Donc, des tableaux à deux dimensions. Je donne un exemple ci-dessous, pour que ce soit bien clair. Exemple sur lequel on va travailler pendant toute la séance. J'ai pris une matrice de 3 lignes de 4 colonnes et je vous montre comment je la déclarerai en Python sous cette forme-là. Donc, comme vous le remarquez, c'est une liste dont les éléments sont des listes, ces éléments listes étant les lignes du tableau grand C. Donc, à ce stade-là, on va stocker les matrices comme des listes de listes lignées. Voilà. Alors, qu'on soit bien d'accord, les listes, elles ne sont pas des séquences forcément homogènes. Donc, vous avez le droit, a priori, de mettre dans vos listes des éléments de types différents. Mais comme je travaille dans les tableaux dans ce chapitre-là, eh bien, on conviendra de mettre des éléments de même type. Donc, ici, je propose des listes de scalaires. Alors, ce qui peut être intéressant de regarder déjà dès à présent. Je vais écrire ça dans Python. On va regarder ensemble ce qu'il en est. Donc, je vais dans mon environnement et donc je lui stocke, je lui déclare la variable grand C sous la forme de cette liste de listes. Alors, je vous rappelle qu'il y a une petite commande en Python qui permet de trouver l'adresse mémoire d'un objet. Donc, id de C. Ça, ce que vous voyez apparaître, c'est l'adresse de C dans la mémoire, dans la mémoire RAM. Puisqu'évidemment, vous savez que ce sera dans la RAM, puisque quand je vais éteindre mon ordinateur, a priori, ça va disparaître. Alors maintenant, on pourrait s'intéresser à où est-ce que l'ordinateur a stocké le premier élément du tableau. On va regarder l'adresse, hein, c'est pas la même. Elle n'est pas très loin, mais elle n'est pas à côté. Elle n'est pas à côté parce que C, c'est une liste de listes,
et C crochet 0, c'est une liste. Donc, a priori, ils ne sont pas exactement les mêmes types. Si maintenant, je lui demande où est-ce qu'il a mis le deuxième élément de la liste, eh bien, regardez, il ne l'a pas mis à côté non plus. Il a même mis a priori. Excusez-moi, j'avais dit qu'il était à côté, il n'était pas. Hein, j'avais pas vu. Enfin, ici, quand même, il y a une variation très dans l'adresse qui était très à gauche. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que C crochet 1 est stocké à un autre endroit. Autrement dit, en fait, il y a une adresse où il y a C, et puis il y a une autre adresse où il y a C crochet 0, une autre adresse où il y a C crochet 1. Donc, quand il parcourt C, si vous lui demandez de parcourir les éléments de C, il va devoir aller chercher dans sa mémoire à des adresses qui sont a priori distantes les éléments du tableau. Donc le parcours de la liste est assez intéressant mais relativement lent. Puisqu'il faut à chaque fois aller chercher, aller pointer, en fait il utilise des pointeurs, il va chercher les éléments dans différentes adresses mémoire. Bon, cela signifie que si je modifie le premier élément de mon tableau, par exemple, si j'écris C crochet 0 égale donc une autre liste, donc par exemple, à la place de 0, 1, 2, 3, je vais mettre 4, 1, 2, 3, eh bien, logiquement, voilà ce qui se passe. Il a modifié mon premier élément de liste, il n'a pas modifié les autres, ce qui est parfaitement logique. Bon. Alors, on va revenir là-dessus tout à l'heure, parce que vous allez voir qu'il va se poser des problèmes lorsque je vais vouloir modifier. Je peux vous le montrer tout de suite. En fait, si je modifie maintenant, si je veux remodifier le 4 en 0, qu'est-ce que je vais écrire? Si je veux modifier que le 4, en fait, je voudrais ne plus modifier toute la ligne, mais je voudrais modifier uniquement le 4 qui est ici. Qu'est-ce que vous proposerez comme commande? C de 0, 0 égale ce que vous voulez. Exactement. C crochet 0 égale 0. Je remets le 0 initial. D'accord? Maintenant, je regarde qui est C. Et effectivement, il a modifié uniquement le 0 qui est ici. Alors, on va voir dans des exemples tout à l'heure que ça peut poser parfois des problèmes dans d'autres circonstances que je vais détailler. Donc, vous voyez que pour faire appel à un élément d'un tableau, eh bien, on utilise a priori un double crochet comme ça, en disant que C crochet 0, c'est la première ligne, et C crochet 0, c'est le premier élément de la première ligne. Ok, premier exercice. Donc, je me passe directement dans une situation un petit peu délicate. Je suis allé sur Internet et j'ai trouvé un tableau 3D comme ça. Donc, j'ai trouvé un tableau 3D qu'on appelle un tableau tridimensionnel. Vous voyez ici donc un tableau où il y a 6 zéros, derrière un tableau où il y a 6 1, et enfin derrière un tableau où il y a 6 2. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pourriez écrire une commande Python qui stockerait cet objet? Donc, voici deux solutions de déplacer ce tableau tridimensionnel. L'idée étant donc de stocker. Je crois que vous buguez beaucoup, on vous entend très mal, je crois. Ok. Donc, voici les deux solutions pour stocker le tableau tridimensionnel. Première proposition par Jean-Philippe. Deuxième proposition par Simon, mais en fait, Simon l'avait proposé ici, comme vous le voyez, de manière à mettre une liste en compréhension. Voilà. Donc, on peut faire de cette manière-là donc des tableaux de dimension quelconque. Vous voyez que là, c'est le tableau, c'est une liste de listes de listes. Ne soyez pas surpris. Voilà. C'est assez courant en mathématiques. Alors, évidemment, donc, au niveau des appels, des objets, puisque là, effectivement, on pourrait utiliser ce qui est indiqué sur Internet. Sur Internet, vous voyez, il utilise cette notation-là. J'aimerais voir ce que ça donne dans les propositions que vous venez de me faire. Si jamais on écrit B, alors il s'appelle T il s'appelle T. Hein. Bon. Donc, si je mets T, crochet 0. Donc, T crochet 0, évidemment, ça renvoie le premier tableau. Si on met maintenant T 2 points dans le premier crochet, je mets 2 points, et puis après, je mets 0. Alors, attendez. Court. Donc, pour la suite, on propose donc d'analyser plus profondément la notion de copie d'un tableau. Donc, je propose un deuxième petit exemple qu'on va faire ensemble. On va taper en piso ce tableau-là,
qui est définie comme donc la multiplication par 3 de ce tableau de tableaux, c'est-à-dire ça va, on va appeler multiplier par 3, ça concatène 3 fois. Donc ça va créer crochet, crochet 0, 1, 2, plus crochet, crochet 0, 1, 2, plus crochet, crochet 0, 1, 2. Donc ça va concaténer ces 3 tableaux les uns à la suite des autres. Et donc ça va donner exactement une matrice de 3 lignes. Là voilà. Alors attendez, je vais copier-coller. Ça va donner donc le tableau suivant. Bon, donc jusque-là, tout va bien. Alors maintenant, on vous demande de créer des modifications sur le tableau. Alors, allez-y et dites-moi ce que vous pensez obtenir. Donc, on modifie donc l'élément 0e ligne, première colonne, hein, avec des index pythoniens, en 17. L'idée serait de penser que uniquement ce 1 là va se transformer en 17. Or, on remarque que lorsque l'on écrit cette commande, eh bien, les 3 1 se sont transformés en 17. La raison, c'est que les 3 éléments de M ont été copiés à la même adresse mémoire. Pourquoi? Parce qu'on a écrit x3. On a défini un tableau en écrivant x3. Quand vous écrivez ce x3 là, en fait, il a fait une copie du 0, 1, 2 à 3 qui est situé à une adresse mémoire. Il l'a copié 3 fois. Et donc, on peut le vérifier en écrivant, en regardant quelle est l'adresse mémoire de M crochet 0, quelle est l'adresse mémoire de M crochet 1. Et bien voilà, ils sont à la même adresse mémoire. Et donc, si vous modifiez l'élément crochet 1 de M crochet 0, et bien vous modifiez de facto les 3. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que cela veut dire qu'il va falloir éviter de faire ces définitions avec des x3. Je voulais, évidemment, de facto, souvent vous ne le faites pas. Hein. Vous faites comme a fait tout à l'heure Simon, c'est-à-dire en fait, vous les écrivez à la main. Et bien en fait, vous avez raison. Vous avez raison, ou alors il faudra utiliser des boucles forts. Mais il ne faudra pas utiliser des concaténations avec plus, puisque en fait, vous faites des copies. Avec fois, plutôt, vous faites des copies. Des copies aux mêmes adresses mémoire. Donc attention. Si maintenant on tape M crochet 0 égale 0 fois 3. M, et bien cette fois, il a été modifié. On a uniquement modifié son premier élément. Parce que quand vous écrivez M crochet 0 égale 0 fois 3, en fait, vous redéfinissez M crochet 0 à une autre adresse mémoire. Regardez, vérifions-le. M crochet 0 cette fois, regardez, il n'est plus à la même adresse que tout à l'heure. Il n'est plus où il y a M crochet 1. OK? Donc, je vous recommanderais, lorsqu'on fait des définitions comme ça, de non pas utiliser un fois, mais utiliser une boucle for, exactement comme a fait tout à l'heure Simon. C'est-à-dire que plutôt que d'écrire ça, je vous conseille de le noter dans votre cours, eh bien, je vous proposerai de remplacer plutôt par M égale vide. Et après, vous écrivez for k in range 3, donc 3 fois successivement. Eh bien, m.append, et là, on met 0, 1, 2. Voilà ce que je vous propose plutôt d'utiliser comme commande. Ou bien, effectivement, en compréhension, si vous connaissez le truc. Pardon, il n'y a pas de double crochet, c'est des simples crochets simples. Voilà. On vérifie ensemble que ce qu'on vient de faire est correct. À savoir que M crochet 0, M crochet 1 et M crochet 2 ne sont pas aux mêmes adresses mémoire. Voilà. OK? Donc, la première possibilité, c'est créer des copies à la main, comme ça, à des adresses mémoire différentes, en utilisant une boucle for. Quand vous utilisez une boucle for, il change d'adresse mémoire. Le point ailleurs. OK. Ensuite, si jamais on veut aller un petit peu plus loin. Donc, ce qu'on appelle une recopie d'un objet à une même adresse mémoire s'appelle un alias.
On dit que A et B sont des alias quand ils ont la même adresse mémoire. C'est des mots que je ne vais pas utiliser souvent. Si vous voulez par contre faire une copie à un autre endroit, eh bien c'est exactement ça qu'il faut écrire. Ça s'appelle une copie profonde. B égale A.copie. Ça permet de créer une copie d'un tableau ou d'un objet à une autre adresse mémoire. Alors que si vous écrivez B égale A, en fait, vous créez un alias, donc vous avez deux identifiants différents pour une même adresse. OK? Petit 3, parcours dans un tableau. Donc, à chaque fois que vous voulez parcourir un tableau, vous devez le parcourir. Vous devez parcourir ces lignes et ces colonnes. Donc, de la même manière que lorsque vous devez dénombrer dans une salle, dans une classe des étudiants, vous avez deux manières de faire. Ou vous comptez le nombre d'éléments, vous dénombrez d'abord les éléments de la première ligne, puis après vous passez à la deuxième, vous faites un balayage par ligne, ou bien vous faites un balayage par colonne, ou parfois vous faites un balayage boustrophédon, vous voyez, comme les bœufs dans les champs, mais ça, on ne demande pas à un ordinateur de le faire, c'est pas très malin. Donc voilà les deux parcours que je vous propose. Tout à l'heure, le tableau C, du 1, pour le parcourir, voilà ce que je propose, et il manque des ranges, que je vais modifier tout de suite. Donc, en ce qui concerne donc le premier parcours ligne par ligne, puisqu'on fait varier donc le I entre 0 et le nombre de lignes. Donc l'N de C, c'est le nombre de lignes, c'est le nombre d'éléments, donc le nombre de lignes. Donc pour I allant de 0 jusqu'à 2 ici, puisque rappelez-vous, votre tableau avait 3 lignes. Puis pour J allant de 0 jusqu'à 3, donc l'N de C crochet I, c'est le nombre d'éléments de la ième ligne, donc ça donne le nombre d'éléments de la ième ligne, donc le nombre de colonnes. Eh bien, on affiche l'élément en place IJ. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens, donc faire non pas un parcours par ligne, mais par colonne. Donc vous faites un parcours vertical, alors que dans le premier exemple, c'est un parcours horizontal. Alors si vous avez là le choix, je vous conseille de faire le premier. Le premier permet, enfin, est en général plus classique. D'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on le fait aussi en mathématiques, lorsqu'on définit les matrices. Alors, exemple numéro 3, que je vous demande de chercher. Trouver une fonction. Alors, je vous demanderai peut-être de chercher ultérieurement. Peut-être qu'on va en profiter qu'on est ensemble pour faire un petit peu plus de théorie. Mais il y aura un exemple 3 à faire, un exercice 3 à faire, à savoir, vous avez un tableau de T, et vous cherchez à savoir les coordonnées de x dans T, sachant que peut-être que x apparaît plusieurs fois dans T. Donc, par exemple, dans l'exemple du 1, si vous cherchez si 2 appartient à T, vous remarquez que 2 il appartient à T, oui, regardez, il a 3 cases. Celle-là, celle-là, celle-là. Le 2 est en place ici, 0e ligne, deuxième colonne, donc 0, 2, puis 1, 1, puis 2, 0. Donc, lorsque vous testerez la fonction coordonnée, vous devrez retourner ce tableau-là. OK? Donc, petit exercice à faire pour la prochaine séance. Donc, vous voyez ici dans l'exemple numéro 3, l'utilité des tableaux. L'utilité des tableaux, c'est travailler sur des matrices, mais retourner des matrices également. Puisque là, dans cet exercice, sous quelle forme on aurait pu retourner l'objet? On n'a pas le choix. Il faut retourner l'objet comme une liste de couples, une liste de coordonnées. Donc un tableau. Un tableau structuré. OK. Donc je vous laisse noter l'exercice et le faire pour la fois prochaine. Grand 2. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le type NumPy et je vais vous expliquer quel est son intérêt. Donc, grand 2, construction de tableau dynamique. Les tableaux qu'on a définis avant, on les qualifie de dynamiques également, parce qu'on peut les rallonger ou les tronquer.
Donc, petit 1, tableau dynamique, définition. On dit qu'un tableau est dynamique s'il est de longueur modifiable. C'est d'une souplesse extrêmement intéressante puisque ça vous permet d'utiliser en particulier pour les listes le module, la fonction, la méthode append. La méthode pop, toutes les méthodes qui agissent sur la taille d'un objet structuré. Alors, c'est une grande souplesse, mais ça pose des problèmes de recherche. Puisque si votre objet est de longueur modifiable, comme je vous l'avais expliqué déjà une fois par append, c'est qu'il a une structure qui est optimisée pour lui permettre d'être rallongé ou raccourci. Donc par exemple, pour les listes, vous avez certaines cases mémoire vides qui sont dissimulées et qui sont en attente d'être remplies par la droite de la liste. Donc en fait, votre liste de 10 éléments, en fait, elle prend plus de 10 cases mémoire. Elle en prend plus puisque derrière, il y a des cases en attente d'être remplies par append. Ça lui fait gagner du temps pour rallonger les listes. Mais ça lui fait gagner du temps pour ranger les listes, mais ça lui prend de la place. Donc évidemment, il y a toujours cet aller-retour de qu'est-ce que je veux faire dans mon objet? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le rallonger? Si j'ai besoin de le rallonger, alors j'utiliserai une liste. Par contre, si je n'ai pas besoin de le rallonger, c'est souvent le cas pour les matrices qui ont une taille donnée, alors je n'utiliserai pas une liste, j'utiliserai un tableau NumPy. Donc, dans l'exemple numéro 4, qu'on peut faire ensemble, donc voici un tableau matriciel, 1, 2, 3, 4. Et je propose de le stocker de 4 manières différentes. La question qu'on se pose, c'est les 4 tableaux suivants sont-ils dynamiques? Donc, parmi ces 4, le premier de type liste, il est de longueur modifiable avec la méthode append. Le deuxième, il est de type tuple. Il est immuable, donc non modifiable et ses éléments ne sont pas modifiables, et il est non dynamique. On ne peut pas le rallonger. Le troisième, type string, chaîne de caractères. Idem, non modifiable, donc immuable et non dynamique. Et le dernier, pareil. En fait, Python a sa structure éponyme et qui permet véritablement de dynamiser les objets, c'est la liste. Donc, petit 2, lorsqu'on veut créer un tableau par boucle successive, on va utiliser le caractère dynamique de la liste. La structure qui est ici est une structure extrêmement classique et je vous demande, petit i, de me donner la matrice sous-jacente qui a été créée par ce petit programme. Donc, solution donnée par Simon. Vous obtenez ici, pour grand M, contenu grand M, le tableau a 3 éléments, dont le premier élément est la liste 0,1, le deuxième élément la liste 2,3 et le troisième élément la liste 4,5. Voilà. Sur ce même modèle, on peut très bien s'amuser à créer une matrice de manière très rapide. Regardez ici, donc vous avez 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. On remarque aisément que chaque élément du tableau est la somme des éléments index de lignes et de colonnes. Par exemple, l'élément 3 qui est ici, il est bien en position 1, 2. Il est en ligne 1, colonne 2 en termes de Python. Donc, vous voyez que tous les éléments qui sont là-dedans sont la somme de leur numéro de ligne, de leur index de lignes et de colonnes. Donc, allez-y, écrivez un petit programme qui permet de créer très rapidement la matrice grand C grâce à une double boucle. Solution. Donc, on écrit exactement le même programme que précédemment, sauf qu'on remplace le i plus 2 du range J par du range 4. Et on va créer ainsi un tableau à 3 lignes et à 4 colonnes, dont l'élément générique, c'est i plus G. Tout ceci peut s'écrire en compréhension, évidemment, de manière un petit peu plus concise. Voilà. Alors, ça, c'était la construction de tableau dynamique. Pour terminer pour aujourd'hui, j'aurais voulu parler enfin de NumPy. Je vous avais promis que je vous en parlerai et le temps a passé, j'en ai toujours pas parlé. Donc, on va essayer de s'affranchir de ce dynamisme. L'avantage de travailler avec des tableaux qui ne sont pas dynamiques, c'est qu'en fait, on a un gain de temps
Primo, sur le parcours, on va parcourir un tableau NumPy plus rapidement qu'une liste de listes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est que comme le tableau est non dynamique, puisqu'il a une longueur qui est fixe, il va plus facilement stocker les éléments à des cases mémoire qui sont contiguës. Donc, il va stocker tous les éléments de son tableau à côté. Donc, pour parcourir son tableau, parcourir le tableau sera plus rapide s'il est un type NumPy que s'il est un type liste de liste. Alors, on a vu tout à l'heure que dans une liste de liste, les éléments étaient très éloignés les uns des autres. Donc, le parcours est certes rapide, mais plus rapide encore avec un tableau NumPy. Deuxième force de NumPy, c'est qu'en fait, il va obligatoirement contenir des scalaires. En fait, le type liste de liste, il est relativement en fait, souple, il est dynamique et en plus, il est hétérogène. Vous pouvez mettre à l'intérieur d'une liste des éléments de types différents. Dans NumPy, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez mettre que des scalaires. Et donc, ça va nous faire gagner un temps dingue parce que ça va nous permettre de faire des calculs numériques beaucoup plus rapides. Voilà pourquoi on utilisera NumPy très souvent en problème d'algorithmique numérique. Grand 3, construction de tableau statique, donc non dynamique, c'est le contraire de dynamique, statique. Donc, petit 1, création d'une matrice avec le type liste. Alors, je le fais encore une fois, mais après, c'est la dernière fois. Puis, pour vous expliquer la philosophie du problème. Dans le petit encart ici, donc, je vous demande de créer une fonction qu'on va appeler créer matrice. Et cette matrice, elle doit avoir n ligne p colonne et elle ne doit contenir que l'élément x. Alors, si on arrive à le faire en compréhension, ce sera un petit peu plus rapide. Essayez de vous faire une proposition de programme en compréhension qui permet de faire ce travail-là. Je vous signale tout de suite qu'il ne faudra pas écrire ça. Bien que, si vous regardiez bien, ça crée bien ici, dans le crochet, ça crée une liste de x, une liste de longueur p ne contenant que des x. Et puis, quand on remultiplie par n à l'extérieur, ça donne donc une n ligne identique. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, le problème des alias va faire que ce genre de recopie partage en mémoire ne va pas être judicieuse. Allez-y. Donc, petit 2, création d'une matrice avec le type numpy.array. Donc, on importe usuellement la bibliothèque numpy par l'alias np. On note que les deux différences majeures avec le type liste de liste, c'est le caractère homogène des tableaux numpy, qui sont forcément constitués d'entiers ou de flottants. Je signale que dans un tableau numpy, si il y a un élément qui est flottant, alors automatiquement numpy convertit tous les éléments du tableau en flottants. Donc c'est toujours le type le plus grand qui n'importe entre entier et flottant. Deuxième différence fondamentale avec les listes de listes, le contenu est modifiable. Donc ça c'est comme pour les listes, mais la taille n'est pas modifiable. Ce sont des tableaux qui sont statiques. Et donc l'argument attendu très souvent au concours, quand on vous pose la question de quelle est la différence entre les tableaux NumPy ou quel est l'avantage, quels sont les avantages des tableaux NumPy devant les tableaux stockés par des listes, eh bien c'est de dire que les calculs numériques sont beaucoup plus rapides avec les tableaux de grande taille. L'autre argument aussi que vous pouvez noter, c'est le parcours. De plus, le parcours des tableaux NumPy est plus rapide que le parcours des listes. Voilà. Mettez-le bien en exergue parce qu'il y a un sujet sur deux dans lequel ça vous est demandé. Donc la question qu'on se pose, c'est si on a une liste avec les inconvénients et les avantages qu'elle recèle, et qu'on veut la convertir en tableau, comment on fera? Eh bien, la fonction, c'est celle-ci. Vous écrirez t égale np.array de L. Vous pouvez écrire L égale np.array de L, évidemment. J'ai mis ici un identifiant différent pour bien garder en tête que les typages sont différents. De manière générale, je vous conseille de faire ce genre de choses, sauf si vous êtes très aguerri en informatique. Quand vous donnez un identifiant à un objet, tâchez toujours, dans l'identifiant, d'avoir un repère du type. Ça vous permet de ne pas vous tromper en cours de route
à manipuler des listes comme des scalaires comme des listes comme des listes comme des tableaux, etc., etc. Donc moi, j'aime bien appeler les tableaux T ou grand A, grand B parce que je pense aux matrices. Voilà. Et donc, ce que je vous indique ici, c'est le data type d'un tableau, ce que je vous disais. C'est-à-dire que si jamais vous programmez un tableau, hein, vous voyez ici, petit a égale np.array. Donc ici, j'ai fait une matrice de 3 lignes et 4 colonnes. Alors, je ne vous le montre pas sur NumPy, mais je vous le montre ici dans le petit encart. L'autre avantage, mais à ne pas citer le jour du concours, les examinateurs n'aiment pas du tout, c'est que si vous utilisez np.array, il y a une présentation graphique qui est beaucoup plus agréable. Bon, c'est de l'esthétisme pur et dur. Ça a été programmé par ceux qui ont programmé la bibliothèque NumPy. Regardez que la matrice apparaît sous forme de matrice. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à lire. Mais bon, c'est totalement anecdotique. Hein. Donc, lorsque vous définissez un tableau de ce type-là, le type, c'est numpy.ndArray. Et quand vous écrivez a.dtype, c'est pour savoir le type des éléments qui sont à l'intérieur. Ici, ce ne sont que des entiers. Donc, des entiers codés en 32 bits. Voilà. Et dernier exercice que je vous demanderai de faire pour la prochaine fois, c'est de créer une fonction d'échange de lignes I et J dans une matrice M via la bibliothèque NumPy. Essayez de commencer à travailler avec NumPy. Je vous expliquerai à la prochaine séance. On listera ensemble toutes les fonctions NumPy qui sont usuelles et on les utilisera pour programmer le pivot de Gauss. Le concept de cette fin d'année, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on va faire pour programmer le pivot de Gauss en Python.